Tes parents, ils avaient pas beaucoup de sous? Non, mon père est parti quand j'étais petite. Et ma mère avait... Enfin, en tout cas, il est parti en nous laissant beaucoup de dettes. Et on était 3 enfants. Et ma mère bossait à mi-temps, avec beaucoup de dettes. Donc on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Cette année, j'aimerais bien faire 600 K de CA. Et l'année prochaine, 1 million. C'est toi la personne la plus célèbre, entre guillemets, dans les cryptos en France? Des gens qui vulgarisent la crypto, parmi ça, je suis la plus célèbre, probablement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Jurado. Salut Thibaut. Salut, tu vas bien? Bah ouais, super bien, merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, c'est le 3e épisode qu'on fait ensemble. T'as les codes du Wi-Fi maintenant? C'est fou. Écoute, je te propose de commencer directement. Imagine, t'es dans un bar et là, quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je veux me la péter ou pas? Ouais. Ok, si je veux me la péter, dans ce cas, je dis que je m'appelle Caro, mais qu'on me connaît sous le nom des cryptos de Caro, parce que j'écris la plus grosse newsletter crypto de France, et que je dirige tout un écosystème autour de ça, donc différentes chaînes sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Je me la pète, mais sobre. Ok, donc une newsletter. Qu'est-ce que c'est une newsletter? En gros, j'envoie des mails tous les lundis à 60 000 personnes pour expliquer l'univers des cryptos. Ok, et ça gagne bien ça? Ça gagne bien, ouais. C'est ton métier? C'est mon métier, ouais. Ok. Donc t'es dans les crypto-monnaies? Ouais, dans la création de contenu autour des crypto-monnaies. Ok. Mais y a pas, ça marche encore cette histoire? C'était pas fini là avec l'histoire de FTX, les crypto-monnaies? Ouais, c'est fini plusieurs fois par an, les cryptos. Et ce week-end, à l'heure du tournage, là, les cryptos ont failli à nouveau être finis. Mais finalement, on dirait qu'on s'en sort. Il y a des cycles sur les cryptos. Et là, typiquement, on est depuis quelques mois, j'ai envie de dire presque années, dans un cycle qui est assez bas et dans lequel il y a énormément de scandales qui font face. Et donc, on entend parler des cryptos depuis début d'année dernière. On entend parler des cryptos que quand il y a un scandale. C'est-à-dire assez souvent, je dirais tous les 3 mois à peu près. Donc ça marche beaucoup moins bien qu'avant, mais ça va revenir puisque c'est cyclique. Ok. Et tu penses, c'est une question assez honnête, hein, mais Ouais. tu penses que ça peut disparaître ou pas, les cryptos? Franchement, je crois absolument pas que ça puisse disparaître, les cryptos. Je crois que ça peut avoir des phases plus compliquées que d'autres, parce que c'est normal, c'est une innovation. Donc comme Internet, tout le monde a cru que ça allait disparaître d'innombrables fois jusqu'à ce que ça devienne plus de 60% de la population l'utilise, et tous ceux qui ne se sont pas adaptés à ça sont morts. Pour moi, la crypto, c'est pareil. Donc on est vraiment dans une phase early adopter de l'innovation. Donc je trouve que c'est tout à fait normal que tout le monde croit que les cryptos sont finis tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout informés, qui s'expriment sur ce sujet-là. Ce qui explique aussi que, en fait, on croit tout le temps au scandale alors que ce sont juste des petites péripéties classiques dans un marché. On ne s'affolerait pas du tout autant que ça arrive dans le marché de la crypto, enfin, que ça arrive dans le marché des startups, par exemple, ou de la bourse. En revanche, en crypto, dès qu'il y a le moindre truc, on dit que tout est fini. Donc moi, je m'inquiète absolument pas pour l'avenir de mon business. Ok. Écoute, ce que je te propose, je vais faire un petit jeu. Ouais. Je vais te donner des citations. Mm-hmm. Tu vas me dire à quel point tu es d'accord de 0 à 10, ok? J'adore. Alors, je vais te lire un tweet. Ouais. Nous avons dans notre pays la pire des offenses, le premier milliardaire du monde. Oui, les riches sont responsables du malheur des pauvres. Accumuler de l'argent est immoral puisque ce qui est accumulé, c'est ce qu'on a pris aux autres. Non, je suis pas d'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout vrai. Enfin, c'est vrai dans un système capitaliste classique, je dirais. Je trouve que c'est pas du tout vrai en crypto, par exemple, parce que c'est de l'argent qui est redistribué de manière beaucoup plus juste. En revanche, moi, pour le coup, pour avoir eu très peu d'argent dans ma vie et en avoir beaucoup plus maintenant, je le vois pas du tout de cette manière-là. Donc, t'es d'accord à 0? Je suis d'accord qu'il y a des gens, effectivement, qui... Est-ce que je suis d'accord à 0? Ouais, je suis d'accord à 1, quoi. C'est vrai que l'argent qui n'est pas investi et pas redistribué, qui dort et qui sert à rien, bon, ben, ça fait pas tourner une économie. Donc, forcément, ça appauvrit des gens. L'épargne appauvrie, c'est ça?
Ben, je sais pas, je dirais. Ça dépend à quelle. En fait, ça dépend à quelle échelle, tu vois. Genre, de l'argent qui fuit un pays, par exemple, bah, ça appauvrit le pays. Donc, ça fait moins de ressources pour la vie de tout le monde sur le pays, tu vois. Ok. C'est des questions un peu métaphysiques que tu me poses. Ouais, c'est vrai. Ok. Si je t'en donne une autre. Ouais. 3 bonnes décisions dans l'année suffisent. Hum. Euh, 3 grandes bonnes décisions dans l'année suffisent, ouais. Mais il faut plein de petites bonnes décisions tous les jours, pour moi. Ok. Donc, sur 10, t'es d'accord Ah oui, avec c'est vrai que j'oublie tout le temps que c'est un truc sur 10. C'était le principe Ah du oui, jeu. oui, bah, il était pas clair ton jeu. Je dirais que je suis d'accord du coup à 4. 4. Ouais. Ok. Le but d'être riche, c'est d'avoir de la fuck you money. Ouais, ça je suis bien d'accord. Genre à 8. Comment tu, Moi je fais ça alors que j'ai pas d'argent. Enfin, pas assez d'argent pour le faire, mais je le fais quand même. comment tu sens, comment tu définirais la fuck you money? En gros, bah, typiquement, c'est arrêter de bosser avec des gens que je trouve cons, même si leur produit est bien. Enfin, moi, typiquement, j'ai un business model média. Donc, ça veut dire que j'ai des sponsors qui vont venir payer pour apparaître auprès de ma communauté sur mes différents circuits de distribution, disons. Et je bosse avec des entreprises qui sont top. Et il y a des gens avec qui je bosserai pas, même si leur boîte est super, parce que eux, je les trouve pas sympas en tant qu'humains. Et j'aimerais bosser qu'avec des gens que je trouve vraiment sympas, typiquement. Donc si j'avais assez d'argent, je ferais ça. Ou alors, ce que je fais déjà, c'est jamais accepter de rendez-vous que j'estime être inutile, tu vois. Et je sais qu'il y a des périodes de ma vie où je me sentais moins en confiance et où du coup j'acceptais tous les rendez-vous parce que j'étais dirigée par une genre de FOMO qui me disait purée, je risque de passer à côté d'une opportunité qui pourrait changer ma vie. Bon, là, j'en suis plus là, donc ça me permet d'être beaucoup plus libre, tu vois. Si je te dis la phrase j'aime bien Elon Musk, Ouais. d'accord à combien? En fait, je comprends tellement pas la passion des gens pour ce gars. Je suis d'accord à, je dirais, 4. Grosso modo, je comprends qu'on s'intéresse à tout ce qu'il a créé, etc. Par contre, je comprends pas qu'on s'intéresse au personnage en tant qu'humain. Parce que, en fait, disons qu'en termes de valeur humaine, c'est assez éloigné de ce que moi je ressens. Genre, quand même un peu sexiste, quand même un peu beaucoup, en réalité. Et du coup, je trouve que quand t'es un mec blanc qui a des cheveux et qui réussit dans la Startup Nation, je comprends que tu t'intéresses et que t'adores ce gars. Pour tous les autres, voilà. Pourquoi tu dis qu'il est sexiste, Elon Musk? Il a fait d'énormes déclarations sexistes, mais plein de fois, hein, en disant Ok. que les femmes... je vais peut-être dire une grosse connerie sur la côte que je vais faire, mais des femmes qui seraient mieux à la maison qu'au travail, qui sont là pour s'occuper des enfants, enfin, quand même des trucs relous quand t'es une meuf et que t'essaies de bosser dans l'écosystème, quoi. Ok, j'ignorais. C'est parce que t'es un mec blanc. Écoute, peut-être. Hein. Moi, je l'aime bien, Elon Musk. Alors, je suis pas au courant de ses. Enfin, de toute façon, il a dit tellement de trucs. Tu sais, le truc, c'est que, en fait, quand il y a tellement de scandales autour de toi, le truc, c'est qu'on sait même plus, tu vois, ce qu'il a dit, ce qu'il a Alors fait. ça, c'est vrai. Tu soulèves un point hyper important. Ah ouais? Oui, sur le fait que dès que t'es célèbre, il y a des tonnes de scandales qui te dépassent et qui peuvent être super éloignés de la vérité de qui tu es. Et genre, moi, j'ai entendu un podcast, admettons, qui parle de lui et qui disait ça, et je suis pas allée vérifier l'information, tu vois. J'ai pas double-check les trucs, et dans ma tête, je me dis, ok, ben, c'est quand même un peu un connard. Et il y a 2-3 scandales comme ça, 2-3 trucs que j'ai entendus, je suis là, genre, ah bah, c'est assez éloigné de mes valeurs. Mais il y a des gens qui pensent pareil de moi, alors qu'en fait, c'est que des informations fausses qui circulent. Dès que tu commences à avoir un peu de notoriété, t'as ça, quoi. Ouais. Bah, ouais, écoute, de toute façon, comment dire, lui, c'est un terme que j'aime bien, il est unapologetic, c'est-à-dire qu'il s'en fout de ce que les gens pensent. Mm. Et ouais, et donc il va au bout. Et ouais, je pense que le mec, il est assez énervé quand même. Parce qu'il a quand même ce que moi je trouve assez surprenant, c'est qu'il a des boîtes en bourse. Ouais. Et puis il dit, tu vois, il dit dinguerie sur dinguerie, il envoie des mèmes sur Twitter. Donc je pense qu'il y a un truc, moi j'aime bien ce mec, c'est qu'il y a. Je trouve que c'est difficile de pas aimer quelqu'un qui a beaucoup d'humour, tu vois. Ouais. Et enfin, je reste ouvert à toute façon. Tout le monde dit tout sur lui. J'ai du respect quand même pour
son ambition, tu vois, Mm. et sur son talent, en fait, ce qu'il est capable de faire. Le mec, il est assez fort, quoi. Mm. Et on l'a vu, tu vois, notamment en Ukraine avec Starlink. Mm. Bah, tu vois, je me suis dit, bon, bah, tu vois, donner Internet aux Ukrainiens, c'était fort, tu vois. C'est vrai. Mais bien sûr, je respecte. J'aime bien demander aux gens ce qu'ils pensent d'Elon Musk, je sais pas. Ouais, est-ce que c'est clivant? Ouais, bah oui, tout le monde a un avis sur lui quasiment, en fait. Donc, ok. Bon, bah, tu te doutes un peu de qui a dit les phrases que je t'ai dites ou pas? La première sur les milliardaires. Je pense que c'est toi qui les as dites, la plupart. Non? Il y en a au moins. Ah non. Alors je vais redire. Je pense que c'est une des personnes, genre Naval Ravikant, enfin, un des 3 gars que t'adores, qui a dit ça, mais que tu as repris ces propos-là de différentes manières sur tes réseaux et que donc moi, je t'ai déjà associé à ces idées-là. Ah, d'accord, ouais. Oui, les 3 mecs, oui, bah, les 3 gars que je dis souvent, c'est Paul Graham, Oui. Naval Ravikant et Taleb. Oui, Bah écoute, oui, bah, la fuck you money, c'est Taleb. ok, Le premier, c'est sur les milliardaires, c'est Mélenchon. ok. Et les bonnes décisions dans l'année, c'est Warren Buffett. Ok. Ok. Si, donc sur ton business, aujourd'hui, donc tu as une newsletter crypto. Ouais. Mais c'est quoi en fait ta manière de gagner de l'argent, le périmètre de tes activités business? Ok. Alors, pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'au moment où le podcast sortira, ça aura changé déjà. Mais pour l'instant, la façon dont je gagne de l'argent, c'est comme un média classique. Merci. Vas-y, je te laisse te servir si tu veux. Non, vas-y, vas-y. Ah, ok. Vas-y, dis-moi. C'est comme un média classique, c'est-à-dire que j'ai des partenaires qui sont des sponsors qui vont payer pour apparaître sur mes différents supports de communication. Donc principalement la newsletter, mais aussi mes réseaux sociaux. Donc TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn. C'est vraiment, j'ai des partenaires, quoi, et je fais de la pub. Ça, c'est mon modèle, disons, B2B, que je trouve contraignant, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi scalable que ce que j'aimerais. En tout cas, pas dans la période de marché dans laquelle on est. Et donc, je suis en train d'aussi sortir un modèle en B2C, à savoir une formation auprès de une formation qui serait distribuée directement en B2C auprès de ma communauté. Donc ça, c'est à voir qu'est-ce que ça change sur mon business. Ok, donc tu fais de l'influence. Ouais. Tu as un encart. Donc, J'ai plusieurs encarts dans ma newsletter, ouais. publicitaires dans ma newsletter, et de la pub sur mes réseaux sociaux. Ok. Ensuite, ta newsletter, tu as une partie payante. Alors, effectivement, j'ai une partie payante de ma newsletter qui, pour l'instant, n'est pas très développée. J'ai 400 lecteurs, à peu près, que je suis en train de transformer pour faire vraiment un modèle d'accompagnement sur le long terme. Je trouve que juste ma newsletter payante, tu sais, c'est des analyses de crypto. Donc, je bosse avec des analystes qui me font la revue des cryptos qui ont le plus de potentiel dans le mois, tu vois. Et donc, moi, je propose 3 cryptos avec des analyses pour venir consolider, si tu veux, le plan d'investissement des gens. Sauf que tout seul, je trouve que c'est pas suffisant. Dans ma communauté, il y a plutôt des gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour le passage à l'action. Donc, en gros, je suis en train de créer un programme d'accompagnement qui soit plus global. Dedans, il y a cette newsletter, il y a des lives, il y a des outils pour suivre ces plans d'investissement, etc. Donc ça, c'est un produit. Et un autre produit, formation. D'accord. Et l'an dernier, tu as fait combien de chiffre d'affaires? L'an dernier, j'ai fait 320K de CA. Mais l'an dernier, donc c'était la première année que j'étais à temps plein sur les cryptos de Caro. J'avais commencé en janvier. Et il y a eu plusieurs crashs dans l'année, et notamment celui de FTX en fin d'année, en octobre. Et j'ai rien signé entre octobre et décembre. Genre, j'ai cru que mon business était mort, quoi. Mais donc, voilà. Ok, donc tu as fait 320 000 sur 8 mois, quoi, en fait, c'est ça? Ouais, même un peu moins, parce qu'en réalité, juillet, août, j'ai pas bossé. J'ai pas bossé pendant 1 mois et demi. Donc, ouais. Pourquoi? Parce que j'avais bossé comme une barjo dernièrement. J'avais envie de prendre une pause. Il y avait eu un premier crash en mai. J'avais vécu les premières grosses croissances, moi. Donc, j'avais vachement de visibilité sur les réseaux. Du coup, j'avais aussi plus de haters. Enfin, tout était devenu trop, en fait. Et je m'étais dit, OK, il me faut une coupure. J'ai arrêté pendant 1 mois et demi.
Ouais. Donc en fait, oui, donc du coup, les 320 000, t'as fait en 6 mois en fait. Ouais, quasiment. Un peu plus, mais quasiment, ouais. Mais cette année, où le marché est beaucoup plus bas, j'espère vraiment, je me sens chanceuse, genre j'ai réussi si je refais 300 000 sur le même, juste sur la partie média. Tu vois, je me dis pas du tout que je vais pouvoir faire plus parce que le marché est pas du tout le même. Par contre, j'imagine pouvoir faire beaucoup plus en B2C. Ouais, avec la formation. Ouais. D'accord. Et sur... ok. Et tu as beaucoup de dépenses pour ton business ou pas? Non. Franchement, à part mon assistant Hugo, que j'adore, qui est une dépense fixe, tu vois, je paye un petit peu un peu de montage, un peu de shooting. Mais c'est franchement, si je dépense 1500 ou 2000 balles par mois, c'est le max, quoi. Ouais, ok. Donc t'as un monteur, quelqu'un qui prend des photos de toi pour les réseaux et un assistant, c'est ça? Ouais, grosso modo. Ok. Il fait quoi ton assistant pour toi? Putain, il gère ma vie, quoi. Alors, en fait, moi, je suis vraiment phobique administrative, donc je pourrais pas avoir mon business sans lui. Mais grosso modo, il va gérer mes mails pro et perso. Il va tout m'organiser, il va me faire toute la gestion de mes factures, les relances des clients. Il va m'aider à répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Il va, enfin, vraiment, toute la partie administrative de ma boîte, c'est lui qui gère, quoi. Tu réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux? Ouais. Non. Tous les DM, si. Avec lui, du coup. En Mais- gros, tout ce que j'ai pas répondu dans la journée, c'est lui qui répond. Mais tu en as avoir tu reçois combien de messages Je par suis jour? pas à des centaines. Et pourquoi tu réponds à tout le monde? En plus, tu dois te faire insulter Non, souvent. je me fais pas insulter en DM, figure-toi. Ah bon? Non. Je suis jamais contactée par des gens qui. Ce qui fait que depuis que je vois plus les commentaires, je sais pas, tu vois, quel est le ratio de gens qui me détestent. Mm. Je sais qu'il y a de la violence parce que c'est les réseaux, mais moi en DM, je suis contactée que par des gens soit qui me demandent un conseil, soit qui me disent des trucs gentils. Donc je réponds. Ouais, je réponds à tout le monde. Je réponds plus que sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau sur lequel je réponds le moins. Pourquoi? Parce que en gros, sur les réseaux sociaux, enfin, genre Instagram, en vrai, quand je dis les réseaux sociaux, c'est juste Instagram. Parce que TikTok, on peut pas me contacter. Et sinon, c'est LinkedIn. Et donc, sur Instagram, c'est des gens qui vont poser soit des questions sur les cryptos. Donc là, je peux renvoyer sur les différents contenus qui sont utiles. Soit qui me disent des trucs sympas ou qui me donnent des idées pour des prochains articles ou quoi. Sur LinkedIn, les trucs auxquels je réponds pas, c'est les gens qui me proposent des cafés. Sans raison. Enfin, vraiment, genre, hey, on se connaît sur LinkedIn, prenons un café. Non, je réponds pas, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. Donc t'acceptes pas les appels ou rencontres ou. Non. En gros, soit c'est quelque chose que j'ai identifié pour un projet pertinent pour moi à court terme, soit je n'accepte pas de rencontre, non. Ok. Ton biz, tu veux le monter jusqu'à combien? En chiffre d'affaires? Ouais. Eh ben, cette année, j'aimerais bien faire 600K de CA et l'année prochaine 1 million. Et 1 million? Ouais. Ok. Tu fais comme si t'étais surpris. Non, mais donc c'est bien. Donc 1 million, tu veux faire 1 million en 2024? Ouais, du coup, ouais. Et après, franchement, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de limite. Je sais pas quels pourraient être les nouveaux axes de développement de mon business. Peut-être ça peut faire quelques millions, tu vois, j'en sais rien. J'en sais rien, mais ça m'intéresse de voir ce que ça peut tirer, quoi. Ouais. Donc tu penses que tu peux faire plusieurs millions par an avec toi et puis ton assistant Ouais, je pense. Ouais. Ouais. On vit dans un monde merveilleux, en fait. Non, mais alors, t'as totalement raison, parce que quand je dirigeais ma start-up, donc la première boîte que j'ai créée, c'était une start-up très classique. Tu vois, on avait levé des fonds, on était 10, on avait un SaaS qu'on vendait en B2B, bref. Et tu vois, lever 1 million, c'était un truc qui était de l'ordre du possible. Mais générer 1 million de chiffre d'affaires, c'était un délire, tu vois, pour nous. C'était vraiment genre, on est les rois du monde si on arrive à faire ça. Et aujourd'hui, genre, je suis seule et c'est un truc qui est tout à fait concevable à court, moyen terme de générer 1 million de chiffre d'affaires avec ma boîte, quoi. C'était possible il y a 5 ans? Sur cette boîte-là? Non, mais ce que tu fais là, ton modèle, tu vois, de Punky Web. Est-ce que j'aurais pu le faire il y a 5 ans?
Ouais. Ouais, probablement que j'aurais pu le faire il y a 5 ans. Enfin, je sais pas, parce qu'à mon avis, la crypto, c'était pas assez famous encore pour que je puisse le faire. Je sais pas. J'aurais pu devenir millionnaire en investissant en crypto il y a 5 ans. Mais pas, je pense pas avec ce business-là. C'est un objectif pour toi d'être multimillionnaire? Alors, c'est un objectif pour moi d'avoir assez d'argent pour me sentir en sécurité et bosser comme je veux quand je veux. En fait, c'est un objectif pour moi de plus avoir aucune contrainte. Et donc, gagner assez d'argent pour ça, c'en est un, ouais, totalement. Donc oui, je veux devenir multimillionnaire. Ok. Ouais, t'as identifié à peu près le seuil de fuck you money que t'as besoin pour être safe? Je sais pas, parce que ça, c'est un sentiment qui est très personnel. Et pour le coup, je gagne beaucoup plus d'argent qu'avant. Et je me sens toujours pas safe. Donc franchement, je sais pas ce qu'il va falloir. Euh, T'es dépensière? non, je suis pas très dépensière. Je suis pas non plus... Enfin, je regarde pas la dépense, mais de fait, tu vois, j'ai pas une dépense hyper importante de ma vie. Enfin, tu vois, je pars un peu en vacances, un peu à droite à gauche. J'ai un appart qui coûte un peu d'argent, mais bon, voilà. Enfin, je dirais pas que... Enfin, en tout cas, normalement, je devrais me sentir ultra safe avec ce que je gagne et ce que je dépense. T'as un bel appart? Ouais, il est trop cool, mon appart. C'est vrai? T'es Ouais. dans quel arrondissement? Je suis dans le 11e, Ok. à Paris. Et j'ai surtout 30 mètres carrés de terrasse. Non. Si, Ok. orienté plein sud, magnifique, avec plein d'arbres et de plantes et tout. Ok. Il coûte combien ton loyer? Bah, il coûte 1500. Ok. Donc, tu vois, Ah ouais, dans le 11e, mais t'as quoi? 30 mètres carrés de terrain, c'est à 1500 €? ouais. Et j'ai un peu plus de 45 mètres carrés d'intérieur, un truc comme ça. Ok. Autant te dire que c'est l'appartement idéal pour une personne qui vit seule, hein. Bah ouais, mais je pensais que c'était plus cher l'immobilier à Paris. Alors, c'est plus cher, l'immobilier à Paris. J'ai eu beaucoup de chance avec cet appart-là. Ok. Et tu vas acheter en immobilier ou Alors, j'ai déjà fait. J'ai déjà acheté et revendu un appart. C'était chiant. J'ai gagné de l'argent, par contre, mais c'était chiant. Et enfin, disons que tant que j'ai pas vraiment beaucoup d'argent, à titre personnel, je vois pas l'intérêt d'acheter pour acheter ma résidence principale pour vivre dans un appart moins bien que celui que j'ai. Je m'en branle, quoi. Je vais gagner beaucoup plus d'argent que faire ça, quoi. Ok, donc tu penses que c'est pas forcément un bon investissement d'acheter sa maison? Si, en fait, je pense que c'est un bon investissement pour certaines personnes. Mais pour mon lifestyle, ça l'est pas. Tu vois, quand j'aurai assez d'argent pour pouvoir acheter un truc vraiment mieux que ce que j'ai à Paris, là, ça vaudra le coup. Mais en attendant, je trouve que c'est moyennement intéressant. T'es bien à Paris? Ouais, je suis assez bien à Paris, ouais. J'ai l'impression de vivre dans un village, donc je suis plutôt bien. Ouais. Et ok. Si tu vivais pas à Paris, tu sais où tu vivrais? Ce que j'aimerais bien, c'est avoir une maison pour me ressourcer au bord de la mer. Donc probablement dans le sud, tu vois. En Provence ou je sais pas, enfin en tout cas un endroit où il fait beau. Ça me plairait bien. Et sinon, franchement, je sais pas où je vivrais. Je pense que j'aimerais bien garder un lifestyle où je peux vivre, tu vois, à plusieurs endroits. Enfin, vivre à Paris, tu vois, là, je suis partie une semaine par mois, ça me va très bien. Mais vivre à Paris et vivre à d'autres endroits dans lesquels je suis bien, ça me plairait. Ouais. Donc 3 semaines à Paris et une semaine Ailleurs, ouais. me ressourcer, ouais, ça me va bien. Ok. Et tu voyages en première ou en deuxième? Alors, franchement, je voyage souvent en seconde. Parce que je pense même pas à voyager en première. Genre, j'y pense même pas. Ah ouais? J'ai déjà fait, tu vois, mais C'est les réflexes. ouais, je crois, totalement. C'est comme moi, j'ai des réflexes, tu sais. Je demande quelqu'un a un streaming illégal pour le match du PSG ce soir. Et tu sais, les gens ils me disent, mec, genre au prix à la journée où t'es, Ouais. achète l'abonnement, tu Oui, vois. Genre. oui. Et c'est vrai que je me dis, pourquoi j'achète pas l'abonnement, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est des réflexes, tu sais, de quand t'es étudiant, ou genre, tu sais, je sais plus qui me disait, mais ton podcast il est sur YouTube, mais je peux pas l'écouter dans le métro parce que il faut YouTube payant pour. J'ai dit, pourquoi t'achètes pas YouTube payant, tu sais? Ah, bah oui, c'est vrai, je Ah devrais oui. acheter YouTube payant. C'est clair qu'il y a des trucs auxquels on pense pas, quoi.
En fait, le truc, c'est souvent... En fait, quand on veut gruger, ça nous coûte plus cher Ouais. que si on achetait le truc, en fait, tout Mm. simplement. Et tu sais combien tu dépenses par mois à peu près ou pas? Franchement, je regarde même pas combien je dépense par mois. En fait, j'ai arrêté de faire ce truc de salarié, de se verser un salaire tous les mois équivalent. Tu vois, je fais plus ça. Donc, de temps en temps, je me fais un virement de 10 000 balles et puis quand il y a plus, je m'en refais un, tu vois. Je je traque pas vraiment mes dépenses. Ouais. Ouais, donc t'es pas... tu sais, t'es pas à tout compter, à tout Ah non, calculer. non, non, mais je suis phobique administrative, moi. Donc, en gros, je sais que je dépense et je sais que j'ai pas envie de regarder combien je dépense. Donc, il faut que je gagne assez d'argent pour que j'ai jamais à regarder combien je dépense, grosso modo. Tout en sachant que c'est pas un truc exorbitant. Euh, je veux pas avoir à m'en occuper, donc il faut gagner beaucoup, quoi. Est-ce que c'est pas ça un peu, tu vois, une définition de la richesse, c'est gagner assez d'argent pour ne jamais avoir à regarder son compte, quoi. Franchement, je pense que si. Je pense que si. Tu sais, ça me fait penser Lagerfeld. Ouais. Il était, tu vois, chez Ardisson. Et Ardisson, il lui demande Mais Karl, combien vous avez sur votre compte en banque? Et Lagerfeld, il lui répond Mais c'est une question de pauvre, ça. Ouais, c'est vrai que moi, je sais pas combien j'ai sur mon compte en banque. Ouais. Mm. Ni de ta boîte non plus? De ma boîte, je sais, parce que ce matin, Hugo m'a fait un récap, mais sinon, je saurais pas, quoi. Ben justement, tu m'as dit c'est une définition de la richesse, mais c'est quoi ta définition de la richesse? C'est quoi être riche en Parce que France? pour moi, être riche, c'est pas un montant, c'est quand tu as assez d'argent pour vivre de tes intérêts. Tu vois? C'est genre que tu as assez d'argent à partir de maintenant pour qu'avec tes placements, tu puisses vivre toute ta vie sans avoir à bosser plus. C'est ça, le truc. C'est-à-dire, en fait, tu as assez investi et les dividendes de ces investissements couvrent tes... Les intérêts de tes Ok, investissements te permettent de vivre au quotidien. Et ton argent continue à grossir. d'accord. Donc, c'est-à-dire que pour devenir riche, il faut investir. Ah ouais, ouais, oui, totalement. Si tu vis avec l'argent que tu gagnes, ben t'es pauvre, quoi. Nous, on est pauvres. Même si on croit qu'on l'est pas, on l'est. Ouais, mais est-ce que tu es pauvre si t'es pas riche? Ah, t'as raison. Non. Non, effectivement. On Ah oui, est... je sais pas. Moi, Non, mais oui, c'est une question philosophique, mais genre pour les riches, on est pauvre, quoi, disons. C'est plutôt ça. ouais. Bah moi, je me considère pauvre. Mhm. Euh, mais quand je dis ça, les gens ils me disent oui, mais Oui. il y a plus pauvre que toi. Bah oui, il y a plus pauvre, toujours plus pauvre, il y a toujours plus riche. Mais tu vois, moi, moi je me dis oui, t'es riche ou t'es pauvre, ou tu sais pas, t'es au milieu. Mais si c'est philosophique, si t'es en dessous du seuil Ouais. où en fait tu dépenses plus que ce que tu gagnes en termes d'intérêt, bah tu peux être considéré pauvre, ouais. En tout cas, t'es pas riche, quoi. Ouais. C'est clair. Et il y a beaucoup de gens qui sont riches sous cette définition. Bah, il y en a. Clairement, c'est une toute petite partie de la population, mais il y en a. Et souvent, du coup, ça veut dire que t'es riche, je sais pas, après 50 ans, quoi. Ben, pas en crypto, non. Beaucoup de gens riches en crypto? Ben, alors, il y a beaucoup de gens pauvres en crypto, hein, clairement. Mais les richesses assez jeunes dans la vie, elles sont beaucoup faites en crypto. Celles qui sont pas héritées de ta famille, tu vois. Ok. Donc c'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe, parce que c'est comme c'est un secteur qui est en tout début de développement, c'est le secteur qui est le plus en croissance de tout l'écosystème mondial. Donc forcément, c'est celui sur lequel tu peux, avec le moins d'argent, donc en général c'est quand tu es plus jeune que tu as moins d'argent, gagner le plus d'argent. Donc forcément, ça crée des riches qui sont beaucoup plus jeunes. Mais c'est ce qui fait aussi que l'écosystème crypto est pourri, parce que ça fait des jeunes qui n'ont pas encore appris la vie, qui sont extrêmement riches, et qui croient qu'ils sont riches parce qu'ils sont très intelligents. Alors que c'est faux, en l'occurrence. Ils sont riches parce qu'ils ont pas eu peur à un moment donné, tu vois. Oussama Hamar, il a dit quelque chose sur un podcast. Il a dit la crypto, ça attire quand même pas mal de débiles à cause des richesses. C'est vrai. Vrai ou c'est vrai? Totalement vrai. C'est vraiment, ça attire... Ben,
toutes ces personnes-là qui voient un Eldorado en se disant j'ai pas besoin d'être intelligent, j'ai pas besoin de comprendre, j'ai pas besoin d'argent. Il me suffit juste de mettre un petit billet et puis espérer que magiquement il se passe un truc. Donc oui, il y a plein de gens naïfs et un peu débiles dans cet écosystème-là. Du coup, est-ce qu'il y a aussi des gens peut-être qui ont perdu beaucoup d'argent à cause des cryptos? Oui. Ah bah oui, totalement. Déjà, tous ceux qui étaient pas très bien informés et qui ont investi quand les cryptos étaient chères et qui ont vendu quand elles étaient très basses, ils ont tout perdu. Enfin, en crypto, tu peux perdre 100% de ton capital ou 80% de ton capital. Ouais. Donc tu peux tout perdre, quoi. Ça dit quelque chose, la stratégie buy and forget? Oui, oui, je sais ce que c'est. Ouais. Parce que là en fait, moi je suis de base, faut savoir, je suis nul avec tout ce qui est argent, investissement, je comprends rien. Hein. Genre, mais à l'origine, tu vois. Donc mais par contre, je me soigne. C'est ce que j'allais dire. Tu dis ça, je crois, à chaque fois qu'on parle, alors qu'en fait, tu connais maintenant. Bah écoute, ça me fait penser. Je vais te raconter une histoire sur la géographie. Ouais. En fait, j'étais vraiment nul en géographie, tu vois. Mais genre, quand je te dis nul, c'est-à-dire tu me donnais la carte de France. Un jour, il y a un prof, il m'a mis au tableau et il m'a fait placer les fleuves. J'en connaissais aucun, tu vois. Genre, je sais pas je savais pas où était la Garonne, je savais pas où était le Rhin, tu vois. Et genre, j'avais 16 ans, tu vois. Et il m'a dit, mais Thibaut, tu sais où est Lyon? Et en fait, il m'a dit, mais Thibaut, tu sais que t'as un niveau géographique genre d'un illettré, en fait. Tu sais même pas placer Lyon ou le Rhône. Et je dis, bah non. Tu vois, je savais pas si la Bretagne c'était à gauche ou à droite. Ouais, ah oui. Tu vois, genre il me dit, mais où est la Bretagne? Ouais. Et genre je dis, bah je sais que c'est dans le nord, mais je sais pas si c'est à gauche ou à droite. Tu vois, enfin bref. Du coup, pour le bac, je me suis forcé et j'ai vraiment étudié la géo, tu vois. Ouais. Et à la fin, il y a des gens, ils m'ont dit, putain, mais tu t'y connais en fait en géo. Et le truc, c'est qu'en fait, la frontière entre rien connaître d'un truc et en fait avoir l'air de t'y connaître un peu, et du coup que les gens ils se disent, putain, il est chaud, elle est assez mince. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec l'argent, c'est ouf, mais argent, investissement, genre moi j'ai l'impression de rien connaître, mais je pense que j'en connais plus que genre peut-être 95% de la population. Et pour autant, quand je parle à des gens vraiment experts, je me rends compte que j'y comprends rien, tu vois. Ouais, genre ouais. quand j'écoute La Martingale de Mathieu Stéphanie, je me dis, tu vois, j'ai appris il y a 6 mois ce que c'était une SCPI par exemple, tu vois. Ouais. Alors qu'un mec qui est chaud en investissement, il me dit, mec, une SCPI c'est la base. Bah oui. En crypto, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup des gens qui connaissent rien, mais qui ont appris genre 3 mots de vocabulaire et qui font les chauds, tu vois. C'est affolant. Ouais, mais tu disais ça, tu avais fait un post sur LinkedIn, tu disais, tu vois, que j'étais à une conférence et j'étais avec que des mecs et ils étaient tous hyper jargonneux pour se faire passer pour de... Tu penses que il y a ça? En fait, je sais pas à quel point... Alors, en conférence, je sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste, tu vois, qu'ils ont tellement l'habitude qu'ils se rendent plus compte. Ce que je sais, c'est que dans des groupes, tu vois, de potes ou des rencontres un peu plus informelles, quand il y a quelqu'un qui parle de crypto, il fait en sorte d'avoir l'air intelligent en utilisant tout le jargon qu'il connaît. Moi, je le vois maintenant. Avant, je me laissais vite impressionner, tu vois. Mais maintenant, je le vois parce que c'est des phrases qui veulent rien dire, en fait. Tu peux essayer de m'en faire une phrase crypto qui veut rien dire. Essaie de me faire un truc genre avec le jargon. Franchement, je sais même pas. Essaye avec des trucs genre avec blockchain, Ethereum, je sais pas, tu vois, le merge. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Il faudrait que je réfléchisse plus, franchement, parce que c'est difficile. Essayer de dire une phrase en français qui veut rien dire. Franchement, c'est hyper compliqué. Mais quand je l'entends, je suis là genre, oh là là, putain, nimp. Voilà. Je connais pas assez de jargon, mais je pourrais essayer de t'en faire une, je sais pas, en start-up ou un truc comme ça. Tu vois, non, mais où les trucs computer cloud et tout. En fait, souvent, c'est quand des gens ils viennent avec des mots compliqués, ils te disent, ouais, mais moi j'ai une solution en intelligence artificielle qui fait du cloud computing sur ton CRM. Ça a l'air plausible ou pas? Moi, je comprends pas ce que veut dire cette phrase. Je comprends chacun des mots.
que tu as employé, mais Ouais. je comprends pas ce que veut dire la Ouais. phrase. Ouais, bah c'est un vrai. C'est vraiment ça, ouais. C'est quelqu'un, il m'avait pitché comme ça. Ouais. Et je lui dis, mais mec, genre, il y a des gens qui comprennent. Il me dit, bah non, c'est un problème. Les gens, ils comprennent pas ce que je vends. Et je lui dis, mais est-ce que moi, tes clients, ils comprennent ce que tu vends? Il dit, ah, bah les clients, c'est dur en ce moment. Et je lui dis, bah fais plus simple peut-être. Parce Ouais. que. Ouais. Et lui, en fait, je me suis rendu compte que lui-même, il était pas trop sûr, tu vois. Oui. Mais il avait levé des fonds. Tu sais, il avait levé, je sais pas, 1 million, tu vois. Moi, il y a une fois qui était une très grande victoire pour moi sur ce milieu du jargon. C'était qu'il y avait une très grosse boîte en crypto. Ils savaient que j'existais, tu vois, mais ils m'avaient un peu jamais trop donné l'heure. En général, les gens me donnent pas trop l'heure jusqu'à temps que se passe un truc, tu vois. Et un jour, ce gars-là, il me contacte et il me dit, écoute, moi, j'en avais un peu rien à foutre de ce que tu faisais. Et sauf que ça fait des années que j'essaie d'expliquer à ma sœur ce que je fais dans la vie. Et qu'est-ce que c'est que les cryptos. Et qu'elle me dit, tu me saoules, je comprends rien, tu me saoules. Et là, cette semaine, elle est venue me voir et elle me dit, ah, en fait, ça y est, j'ai compris ce que tu fais. Parce que je suis abonnée à la newsletter Les Cryptos de Caro. Et il me dit, et là, j'ai compris que c'était important ce que tu faisais, que c'était utile. Et du coup, il m'a contacté. Et ça, c'est une des hyper grandes victoires, tu vois. C'est quand les mecs jargonneux, qui croient que ça sert à rien ce que je fais, ils se rendent compte que eux, ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font. Et que quand les gens me lisent, ensuite, ils comprennent. Mais juste, ouais, justement, ça, je pense que t'en avais fait un contenu sur Insta que j'avais vu. Alors, je sais pas si t'en souffres, tu pourrais me dire, mais tu m'as dit genre, en gros, qu'il y en a, ils disaient que t'étais un peu enfin, genre, t'étais un peu le Justin Bieber des cryptos, quoi. Que c'était, ce que tu faisais, Ouais. c'était un peu bas de gamme, en fait, c'est ça? Ouais. T'en souffres de ça? Ouais, quand même. C'est pas évident. Enfin, disons que j'aimerais bien dire que je m'en fous, tu vois. Mais ça reste que c'est pas évident d'essayer de faire un truc bien et de faire de son mieux et d'avoir beaucoup de gens qui critiquent ce que tu fais alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Enfin, c'est pas bas de gamme ce que je fais, c'est juste pas au niveau des experts. C'est pas fait pour des experts, c'est fait pour des gens qui découvrent. Et du coup, non, je trouve que c'est vraiment problématique. Enfin, j'avais jamais connu ça avant. Quand j'avais lancé ma première start-up, tout le monde s'en branlait ce que je faisais. Enfin, tu vois, que ça soit bien ou pas, jamais personne n'avait un avis sur ce que je faisais. Genre maintenant, tout le monde a un avis sur ce que je fais. Mais, ouais, mais ça doit être dur parce qu'en fait, t'es à la fois, tu dois combattre les gens qui sont contre les cryptos, mais au sein du mouvement crypto, il y a des gens qui te mettent des bâtons dans les roues aussi, c'est ça? Ouais, alors les gens qui sont contre les cryptos, ils s'en branlent de moi, je crois. Franchement, enfin, tu vois, ils vont dire les cryptos c'est nul, mais c'est pas du tout visé. Enfin, c'est genre, ok, soit. Mais c'est plus dans l'écosystème crypto que il va y avoir des gens qui, enfin, jusqu'à temps qu'ils aient besoin de moi, hein, concrètement, mais c'est toujours pareil. À quel moment ils ont besoin de toi? Bah, ils ont besoin de moi s'ils ont du mal à se faire. En fait, ils ont besoin de moi quand ils ont besoin de se développer auprès d'une communauté externe à l'univers des cryptos et donc à faire comprendre ce qu'ils font. Là, tout d'un coup, ça devient intéressant. Tu penses que c'est toi la personne la plus célèbre, entre guillemets, dans les cryptos en France? Non. Non, je pense qu'il y a des gens plus célèbres que moi. Mais tous ceux qui, tu vois, tous ceux qui ont monté des boîtes crypto très connues, ils sont 1 million de fois plus célèbres que moi. Je pense que je fais partie des... j'aime pas dire influenceurs, tu vois, mais des gens qui vulgarisent la crypto. Parmi ça, je suis la plus célèbre, probablement. En tout cas, je suis la plus célèbre des femmes. Ouais. Bah, on va bitcher un peu. Je vais te donner quelques noms, tu vas me dire ce que t'en penses, ok? Ah putain. Des gens dans la crypto. Je suis obligée d'être honnête. Ah bah oui. Mais d'accord, parce que tu crois que j'ai pas assez d'ennemis. Non mais tu me dis juste ce que t'en penses, ou tu peux dire Joker si tu veux. Ok, d'accord. Si je te dis Asher. Asher, c'est le seul qui vulgarise, qui est extrêmement connu. Et donc moi, j'ai commencé en regardant ses vidéos, que je trouve par ailleurs très bien. C'est juste pas du tout, mais alors pas du tout, le type de contenu que j'aime. C'est-à-dire, il s'adresse pas du tout à moi. Genre les fans de pop culture, les gens du monde qui sont pas des geeks, ils peuvent pas... Enfin, comme moi en tout cas, ils ont du mal à adhérer. Donc je trouve que ce qu'il fait, c'est très bien en termes de vulgarisation. Par contre, c'est pas du tout ce que moi je recherche en termes de contenu. C'est pas assez lifestyle, c'est beaucoup trop professoral pour moi. Donc je trouve du coup que c'est un peu chiant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Si je te dis Éric Larchevêque. Oui, Éric Larchevêque, pour le coup, je trouve qu'il est très visible et très bon vulgarisateur. J'aime beaucoup. Oussama Hamar. Oussama Hamar, je sais pas ce qu'il dit en crypto, mais
Enfin, je sais pas ce qu'il dit sur les cryptos, mais ce que je sais, c'est qu'il est associé à des trucs que je trouve un peu bullshit. Genre Dubaï, genre les NFT. Et du coup, pour moi, ça va attirer une population beaucoup plus de gens qui veulent faire de l'argent vite. Et c'est un peu ce que moi, j'essaie d'éviter. Sam Bankman-Fried. Bah, il a arnaqué tout le monde, quoi. Donc, j'en pense pas du bien. Ah ouais, ouais. Ok. Tu l'aimais bien? Ben, en fait, figure-toi qu'il était énormément aimé dans l'écosystème crypto parce qu'il était drapé de vertus. Mais ils font tout ça, ça me gave. Genre, nous, avec la crypto, on sauve le monde, tu comprends. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des autres, blablabla. Et lui, il avait vraiment ce truc-là, tu vois, en plus super jeune. Enfin, genre, vraiment, tout le monde l'aimait. Moi, j'avais pas particulièrement d'avis parce que je ne m'étais pas plus que ça renseigné sur lui, tu vois. J'étais là, genre, ah ouais, cool. Puis bon, en fait, l'envers du décor, il est moche comme partout, quoi. Nicolas Chéron? Nicolas Chéron, j'aime pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il tape sur ma gueule tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est vrai? Ouais. Il s'amuse à prendre des screenshots de ma tête et à dire « Oh là là, cette meuf, nanana ». Et il a établi toute une base de sa communication sur ma gueule. Donc, je l'aime pas du tout. Mais à la base, j'avais absolument rien contre lui. Ouais. Ah ouais, il fait ça. Je sais même pas vu. Je le suis sur Twitter et. Ouais, alors il y a quelques-uns de ses tweets qui ont fini par être retirés, pas à ma demande parce que voilà, je lui ai écrit plusieurs fois en lui disant écoute, je comprends pas pourquoi tu fais ça, enfin, faisons des trucs ensemble, aide-moi si t'aimes pas ce que je fais. Mais il faut croire que montrer la gueule d'une blonde en réseau, ça fait plus de likes et donc du coup, il a beaucoup tapé sur ma gueule. Il dit quoi? Que j'y connais rien, que je fais n'importe quoi. Même quand j'ai été certifiée sur Instagram, il a dit oh là là, n'importe qui est certifié, nanana, c'est de la merde. Enfin, il essaye clairement de... Enfin, en fait, c'est une logique classique des anciens influenceurs experts sur le retour. C'est-à-dire, à un moment, tu as eu vraiment de la gloire. Et finalement, il y a d'autres gens qui ont aussi de la lumière. Et ben, soit tu deviens ami, voilà, soit tu veux asseoir toi ton expertise en disant ce que font les autres, c'est de la merde, et du coup, tu tapes dessus. Pour moi, c'est une ligne édito de gens incompétents. Mais voilà. Ok. Jack Butcher? Ah oui, tu l'as fait exprès. Non, je te jure, je savais pas. Je savais pas. Mais ça fait pas hyper longtemps que je suis et j'aime bien. En fait, j'aime bien ces analyses techniques. Ouais. Je trouve ça bien. En fait, je trouve ça bien quand c'est technique. Alors, j'y comprends pas grand chose, mais j'ai l'impression de, tu vois, de. Voilà, mais je savais pas qu'il avait fait ça. Jack Butcher? Bah, franchement, j'ai pas trop d'avis parce que je suis pas de près. Ok. Voilà. Et tout à l'heure, tu as dit un truc sur Oussama Mar, tu as dit oui, il est associé à des trucs que j'aime pas, enfin bullshit, genre Dubaï et les NFT. Associé comme bullshit, ouais. Oui, en fait, les NFT, c'est pas quelque chose de bullshit, hein, qu'on se le dise. Enfin, en tout cas, tous ne sont pas bullshit. Mais comme c'est un. En fait, comme ça a été un secteur en énorme essor, particulièrement l'année dernière, il y a eu des tonnes de projets NFT qui étaient des projets bullshit. Et par bullshit, je veux dire qu'il n'y avait pas vraiment d'objectif, hormis faire en sorte que tous les gens achètent et qu'ensuite, les fondateurs de ça gagnent plein d'argent et que le truc disparaisse. Donc, c'était quand même un peu des scams, tu vois. Et moi, j'ai décidé de m'éloigner de ce secteur-là jusqu'à temps qu'il se soit un peu calmé et que ça soit moins, tu vois, la piraterie et qu'on ait des trucs à valeur ajoutée un peu plus sûrs, tu vois. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept d'un NFT? Ouais, bien sûr. On dit un ou une NFT d'ailleurs? Bah, moi, je dis un NFT, mais Okay. En gros, un NFT, c'est un certificat de propriété unique, qui est enregistré sur la blockchain. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, je sais pas, admettons que ton t-shirt, il soit signé par je sais pas qui, tu vois, un styliste. Et toi, tu l'as acheté et tu as le seul vrai. En vrai, de faire ça, de te dire ça sur un truc physique, c'est plus compliqué que sur un truc virtuel. Mais disons que plutôt, tu as acheté la photographie faite par une star de la photo. Et toi, tu as acheté l'exemplaire unique, mais tout le monde peut avoir des reproductions, puisqu'il suffit de faire un screenshot pour en avoir une. Et ben, un NFT, c'est un certificat d'authenticité qui va inscrire dans la blockchain, donc dans un registre officiel, qui ne peut pas être modifié, que c'est toi qui es propriétaire de l'unique réelle photo, et que tous les autres sont propriétaires de copies. Donc ça, c'est un NFT. Sauf que du coup, ce qui a beaucoup été fait, je vais t'en parler parce que ça m'énerve,
C'est des gens qui arrivent sortis de nulle part et qui disent on va créer une collection de NFT. Donc ils prennent même pas un artiste et ils vont créer, je sais pas moi, 10 000 éléphants virtuels, tu vois, donc des photos d'éléphants dessinées avec des tonnes de trucs différents. Ils vont dire chacune de ces photos, c'est un NFT. Donc si tu l'achètes, tu es propriétaire du vrai, seul éléphant virtuel. Et ils vont faire une énorme communication autour du truc. Plein de gens qui connaissent rien vont acheter ça en espérant que ça prenne de la valeur. Ils achètent. Et ensuite, l'équipe qui a créé ce truc-là a récupéré genre 1 million en une semaine. Donc tous les gens qui ont acheté les NFT. Et ensuite, ils disparaissent. Du coup, en fait, ton NFT, il vaut rien. Personne ne le veut. Et voilà. Ouais, mais là, t'as pas fait la belle défense des NFT. Et du coup, ça, c'est un NFT qui sert à rien. Ça, Ok. c'est une collection NFT qui sert à rien. Il y a énormément de trucs comme ça. Après, admettons, t'achètes, je sais pas moi, tu peux, avec un NFT, acheter un bout de Picasso. Tu vois, genre, une œuvre peut être tokenisée. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer plein de petits NFT qui vont dire, ce 1/10 de ce tableau-là, il appartiendra à Thibault Louis et ça sera enregistré dans la blockchain. Et toi, à chaque fois que ce tableau sera prêté à un musée, par exemple, ou loué à un musée, toi, tu gagneras de l'argent. Et le jour où tu voudras le revendre, tu gagneras aussi de l'argent. Ça, c'est un vrai usage, tu vois. Ça permet de rendre plus liquide l'art, permet à des personnes qui n'auraient pas les moyens autrement d'en posséder. Donc, il y a des intérêts sur certains trucs, mais pas sur tout. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai essayé d'expliquer les NFT aux gens. Et en fait, je pense qu'il y a des gens, ils n'arrivaient pas à conceptualiser les NFT. Ouais. Alors, je pense que c'est parce que j'expliquais mal. Mais il y a des gens, ils me disaient, mais en fait, j'arrive même pas à comprendre le concept, tu vois. Et est-ce que tu as des exemples pratiques de ce qui va être permis grâce au NFT? Alors, le truc des tableaux, déjà, des œuvres. Par exemple, ça peut être ton passeport. Tu peux le tokeniser, donc le transformer en NFT. Et du coup, tu le perdras jamais. Parce que quand bien même tu perds ton passeport, il y aura toujours tes informations qui sont enregistrées dans la blockchain. Ça sera jamais perdu et ça pourra jamais être copié. Donc il pourra plus jamais avoir de vol d'identité. Parce que tout le monde saura que l'officiel, il t'appartient, il est à toi. Donc ça, c'est un usage. Franchement, il y a 1 million d'usages des NFT, quoi. En fait, le truc du passeport, c'est bien parce que tu vois, c'est probablement peut-être le seul dernier objet que tu dois avoir en ta possession matériellement, en fait. Ouais. Et mais d'ailleurs, le passeport, enfin, je veux dire, tu sais, les gens, quand ils perdent leur passeport, c'est la panique complète. Ils sont foutus, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça fait un peu reliquat du passé, quoi. Ouais, totalement. Ok, donc tu penses qu'un jour, on aura notre passeport en NFT? Mais j'en suis 100% sûre. Je pense qu'un jour, on votera grâce à la blockchain depuis notre salon. On n'ira plus dans les bureaux de vote pour élire notre président, tu vois. Là, ça fait 10 ans que je disais le vote internet et tout, et ça, je sais pas pourquoi ça fait crier les gens. Je me disais non, mais c'est un acte militant. Alors, sur la partie acte militant, je sais pas. Ce pourquoi c'est pas fait, c'est parce que tout le monde a peur que ça soit pas sécurisé, en fait, que ça soit piraté, etc. D'où l'intérêt de la blockchain, qui est a priori inviolable pour le faire. Mais un jour, je pense que tu partiras, toi, en Asie, tu te feras mal, je sais pas où, tu iras dans n'importe quel hôpital, et sur la blockchain, ils auront ton carnet de santé. Et du coup, tu pourras être bien soigné avec toutes les informations nécessaires n'importe où. Ouais. T'imagines un monde. En fait, c'est pour ça que les gens me disent oui, la blockchain. En fait, un monde où je veux dire, on a les informations de santé quelque part partout, le passeport. Exactement. Un monde où les informations importantes sont centralisées. Enfin, elles sont décentralisées, mais elles sont accessibles de partout. Elles sont inviolables et immodifiables. C'est quand même un monde plus sûr pour plein de sujets, quoi. Ouais. Écoute, moi, ça me fait envie, mais je suis sûr en fait, les anti-technologies, ils trouveront toujours un moyen de te dire les NFT, la blockchain et tout ça pour. Ouais, mais peut-être que il y a des problèmes du monde qui seront réglés grâce à ça, en fait. Bah oui, je pense. Est-ce que tu peux m'expliquer l'intérêt des cryptos pour le monde? Ouais, carrément. Alors, pour moi, le premier intérêt des cryptos, c'est que ça permet aux gens de s'intéresser à la blockchain. Et que, comme on a pu le remarquer, tout ce qui va avoir une utilité sociale globale, si jamais ça n'a pas une utilité personnelle, les gens s'en branlent.
C'est pour ça que notre planète n'est pas encore sauvée. Parce que, en fait, l'écologie, tout le monde est d'accord de dire que c'est important, mais personne n'a envie de le faire dans le quotidien parce qu'en fait, ça ne leur apporte pas des intérêts court terme. Et donc, pour moi, la blockchain, c'est une technologie qui va révolutionner le monde. Et la crypto, c'est le cheval de Troie. C'est un truc qui fait que les gens s'y intéressent concrètement parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent. Donc, c'est la porte d'entrée. Et une crypto, c'est un moyen de, même économiquement, en fait, de redistribuer les richesses différemment. Je te prends un exemple hyper facile. Est-ce que tu commandes des trucs sur Amazon ? Oui. Ok. Donc, tu es d'accord de dire que le fait que tu utilises Amazon, ça fait de toi... en fait, on peut dire que c'est un peu grâce à toi qu'Amazon fonctionne, puisque tu es client. Oui. Est-ce que tu as l'impression de gagner des trucs grâce à Amazon ? Est-ce que tu as l'impression que la croissance d'Amazon t'apporte des choses ? Non. Non. Les salariés qui bossent pour Amazon, ils ont leur salaire. On est d'accord que leur salaire, c'est de la daube comparé à la croissance d'Amazon. Finalement, les gens qui gagnent vraiment grâce à Amazon, c'est les fondateurs et les actionnaires. C'est les seuls qui sont rétribués à leur juste valeur pour leur investissement. Grâce à la crypto, tous les gens qui apportent en fait quelque chose à l'entreprise sont rétribués. Toi, en tant que client, tu aurais de la crypto. À chaque fois que tu achètes un truc sur Amazon, tu aurais en même temps un peu de crypto. À chaque fois que tu recommandes Amazon à un de tes amis, tu aurais un peu de crypto. Du coup, la croissance de l'entreprise te permettrait concrètement de gagner de l'argent. Les salariés, c'est la même chose. En plus de leur salaire qui rétribue à peine ce qu'ils font, le temps qui passe est rétribué en crypto. Et donc, du coup, plus l'entreprise fait de la croissance, plus ils gagnent. Et après, les actionnaires et les fondateurs, c'est de la même manière. Ils ont des cryptos, donc du coup... Comment le système crypto permet qu'à chaque action, les gens soient rétribués plus que dans le système classique ? En fait, c'est juste que dans le système classique, on n'a que des actions de l'entreprise qu'on pourrait distribuer. Mais si on les distribue, on perd la possession de l'entreprise et donc on perd du droit de vote sur l'entreprise. Donc on ne peut pas vraiment le faire. En crypto, on a rajouté en fait un système, en plus des actions, qui permet de distribuer ou de vendre des choses qui sont affiliées à la croissance de l'entreprise, sans pour autant que tu la possèdes. C'est pas parce que tu possèdes de la crypto que tu possèdes du projet ou de l'entreprise. Donc c'est simplement qu'ils ont rajouté une nouvelle monnaie en fait qui permet de créer ce truc-là. Et après c'est juste que c'est décidé en amont. C'est-à-dire que les gens qui ont créé le projet, qui ont dit nous on veut rétribuer à leur juste valeur l'ensemble des gens qui contribuent à la croissance du projet. Donc à chaque action, tu vas pouvoir être rémunéré en crypto, et si tu veux, tu pourras aussi investir et acheter de la crypto. Et donc, du coup, ça permet de devenir actionnaire beaucoup plus facilement. Sorte d'actionnaire. Ok. Je sais pas si c'est très clair, mais... Je pense qu'on a atteint mes limites intellectuelles. C'est moi qui explique mal. Non, mais c'est pas toi qui explique. La crypto, ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ce soit expliqué bien, expliqué mal. C'est que le système de la crypto, je pense que pour les gens qui sont nés, même pour des gens qui ont 30 ans, tu vois, je veux dire, il y a des choses qui existent que l'être humain, je pense que ça allait tellement vite technologiquement qu'il peut pas conceptualiser. Tu vois ? Alors oui, je me rappelle très bien quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est comme si j'apprenais une nouvelle langue, je comprenais rien. Et qu'au fur et à mesure, tu arrives à conceptualiser des petites choses, puis des petites choses, puis des petites choses, et puis au bout d'un moment, en fait, tu comprends tout ce qui se passe. Ouais. Mais c'est vrai que c'est étape par étape. Moi, quand je suis... en fait, tu vois, un gars qui m'impressionne pas mal tu vois, sur l'écosystème blockchain, c'est Jack Butcher. Ouais. Et en fait, sa manière de parler, son langage, ses projets, me donne un faux mot un peu. Genre, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Et pourtant, il est pas du tout dans ce truc de genre, ouais, la crypto, c'est pour les millionnaires et tout. Mais je me dis, il est sur un truc, et genre, je suis en train de passer à côté de quelque chose, tu vois. Et alors moi, le seul truc du coup que je fais, et tu pourras m'aiguiller, c'est du coup, j'ai pris Coinbase. Ouais. Et j'ai pris les 3 plus... Enfin, c'est pas les 3 plus grosses, mais en tout cas, j'ai pris, je pense, les 2 plus grosses plus Solana. Donc, j'ai pris du Bitcoin et de l'Ethereum. Et j'ai acheté 25% de ce que j'investissais dans ces monnaies-là, quoi. Okay. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? C'est pas une mauvaise stratégie. C'est plutôt... En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. C'est terrible ce que je vais dire, je sais, mais en fait, tout dépend de tes objectifs. C'est quoi ton objectif ? Si ton objectif, c'est d'être millionnaire dans 4 ans, c'est pas une bonne stratégie. Si ton objectif, c'est de t'enrichir en mettant un peu d'argent
et en voyant long terme et sans avoir à regarder le cours des cryptos toutes les semaines, c'est une très bonne stratégie. Le tout, en fait, c'est d'identifier qu'est-ce que c'est ton objectif avec la crypto, combien tu peux investir. Et ensuite, d'être en mesure de faire un plan d'investissement qui soit assez simple à suivre et qui soit cohérent avec tes objectifs. Et là, tu pourras les atteindre. Moi, je suis un peu limité intellectuellement, donc j'aimerais bien un truc simple. Et j'ai pas envie de... En fait, j'ai pas envie de faire du trading, tu vois. Non. J'ai envie de... buy and forget. Mais alors, buy and forget, c'est pas la même... Enfin, c'est un plan très long terme sur... c'est genre t'achètes et après t'y penses plus et puis dans 10 ans, tu verras ce que t'as. Ça, c'est une très bonne stratégie. C'est pas une stratégie court terme, c'est certain, ni moyen terme. Je pense que tu peux faire un tout petit peu plus compliqué, et par compliqué, je veux dire organisé, qui te coûterait 2 heures de temps par mois maximum pour avoir beaucoup plus. Et je ferais quoi ? Je peux pas vraiment... C'est pas du conseil. Tu conseilles pas les auditeurs, tu me conseilles. Non, c'est pas. Ouais, alors, je peux ni conseiller les auditeurs, ni te conseiller toi. Et au-delà de ça, je peux pas le faire comme ça en live. Parce que ça demande beaucoup de choses. En fait, il faut que je comprenne. Il faut qu'on comprenne ensemble combien est-ce que toi, tu peux investir. Pour de vrai. Qu'est-ce que c'est ta notion de risque ? Ça veut dire quoi pour toi le risque ? Pour de vrai. Qu'est-ce que c'est que tu veux ? Sur quel timing ? Et à partir de là, qu'est-ce que tu comprends dans les secteurs de la crypto ? Choisir les meilleures rentabilités possibles, faire des hypothèses et voir avec quelle hypothèse t'es toi le plus à l'aise. Et par rapport à ces hypothèses-là, moi, je peux te dire exactement qu'est-ce que c'est ton plan crypto. Mais je peux pas te le faire comme ça. Ouais. Il faut une calculette, un papier, un machin, et il nous faut 1h30, tu vois. Je sens que là, j'ai activé un truc dans ta tête qui est not investment advice. Tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est le not investment advice ? En gros, sur le secteur de la crypto, rien n'est trop régulé, donc il n'y a pas vraiment de problème. Néanmoins, moi, ma grande crainte, c'est que je vais dire un truc au détour d'une conversation, genre telle crypto, j'y crois à fond, et qu'il y a des gens qui ne soient pas assez éduqués sur le sujet, et qui vont investir tout ce qu'ils ont dessus, ou une grosse partie, et qui derrière vont me dire non mais Caro, c'est un délire machin, alors qu'en fait moi c'était une crypto qui représentait X% de mon plan d'investissement, et dont j'étais très consciente des risques, etc. Donc je veux surtout pas partager d'informations auprès de personnes qui n'ont pas le niveau de connaissance requis pour prendre des bonnes décisions par rapport à ça. Ok. Et c'est une bonne strat Enfin, il n'y a pas de bonne strat, ok. Donc toi, tu serais pour ne pas acheter que du Ethereum et du Bitcoin, c'est ça ? Ouais. Moi, je serais pour aller densifier. Je trouve que c'est la meilleure façon de commencer, ce que tu fais. Mais moi, je suis pour pas investir dans le vent. Je suis pour avoir un objectif. Et donc, ensuite, une fois que tu as ton objectif, je suis pour découler un plan d'action qui permette d'atteindre ton objectif. Ok. Bon, écoute, je paierai un Better Call Caroline pour que... Ouais, tu sais, tu pourras m'offrir un verre et on en parlera. Hein. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre le Bitcoin et l'Ethereum ? Ouais, tout à fait. Enfin, ou l'Ether. Je crois que mon assistante m'a dit non, mais dis pas Ethereum, dis Ether, sinon ça fait noob. Alors, en fait, l'Ether est la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Donc tu peux dire les deux. Il y en a pas un qui fait noob. Et le Bitcoin est la crypto-monnaie de la blockchain Bitcoin. C'est pour ça que tu dis Bitcoin dans tous les cas. Et donc le Bitcoin, c'est juste une monnaie qui permet de se passer d'intermédiaire. Donc tu n'as pas besoin de passer par une banque. C'est la seule monnaie... Enfin, les crypto-monnaies sont les seules monnaies qui existent, qui ne sont pas créées par l'État. Et dont l'État n'est pas garant du prix. Donc n'importe qui peut créer une crypto-monnaie, tu vois. Donc le Bitcoin est une monnaie qui permet de ne pas passer par un intermédiaire, qui dépend de l'offre et de la demande. Mais elle permet de faire rien d'autre que moi de t'envoyer du Bitcoin et toi de m'envoyer du Bitcoin. C'est tout. Alors que l'Ether, qui est la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum, elle permet de faire vivre tout l'écosystème Ethereum. Et Ethereum, c'est comme un Internet de la crypto. C'est-à-dire que Ethereum permet de créer tous les projets crypto que tu veux et de les enregistrer sur sa blockchain. Donc, il permet de simplifier la création de projets crypto. Et sauf que dès que tu fais un projet crypto sur Ethereum, toutes les transactions que tu vas devoir faire, tu les feras en Ether. Est-ce que c'est assez clair ?
Et pourquoi on a deux... Enfin, je veux dire, pourquoi on a deux blockchains? Pourquoi on n'a pas... on En compte fait, pas sur Bitcoin? parce que la blockchain Bitcoin ne permet que de faire du transfert de Bitcoin. Elle permet pas d'enregistrer autre chose que ça. Du coup, tu peux rien faire d'autre dessus. Ok. C'est quoi l'utilité de l'Ethereum? La fonction, on va dire. Sa fonction, c'est de créer d'autres projets crypto. Ok. Mais il n'y a pas, mais dans y a pas une idée de smart contract aussi En fait, le smart contract, c'est la fonctionnalité qui permet de faire ça. En gros, Ethereum, la blockchain, permet d'aller enregistrer dessus, d'aller créer tous les projets crypto que tu imagines, tu peux les créer sur Ethereum, alors que tu peux pas le faire sur Bitcoin. Et si tu peux le faire, c'est grâce aux smart contracts qui permettent d'enregistrer des transactions complexes. Donc pas juste un transfert d'argent. Ça permet d'enregistrer toute une application décentralisée, en fait. Tu peux expliquer ce que c'est un smart contract? Un smart contract, c'est une fonctionnalité. C'est comme une fonction sur Excel, quoi, grosso modo, qui te permet d'aller enregistrer des... Je sais pas si tes auditeurs, ils seraient peut-être... s'ils sont un peu dans le domaine de la start-up, du no-code, par exemple. Mm-hmm. Ok. Eh bien, il faut imaginer que... tu vois Bubble? Oui. C'est une application qui permet de créer du no-code. Et bien en fait, à chaque fois que tu intègres une nouvelle fonctionnalité, que tu veux créer une application, en fait, c'est comme si Ethereum, c'était Bubble. Et à chaque fois que tu mets une petite brique qui te permet de rajouter une fonctionnalité sur l'application que tu construis, et ben c'est un smart contract. C'est ça en fait. C'est pas clair? Non. Enfin, pas pour moi, mais je te dis que je suis limité, moi. Non, mais c'est un truc un peu conceptuel, là. Hein. Est-ce que tu as une... Est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'un cas d'usage sur lequel les smart contracts pourraient résoudre quelque chose, tu vois, genre, au niveau étatique, par exemple? Ok, bah oui. En gros, si on devait parler du vote, donc du système d'élection, toi, si jamais on voulait faire quelque chose de décentralisé, qui soit totalement sécurisé, qui nous permette de voter, il faudrait créer une application dans laquelle on puisse enregistrer qui on est, donc authentifier que toi tu es Thibault Louis, ensuite cliquer sur pour qui est-ce que tu votes, et que cette donnée soit enregistrée, que personne ne puisse la falsifier, et qu'ensuite on puisse comptabiliser ces données-là. On est d'accord? Oui. Okay. Si on fait juste une application classique, ça veut dire que les données, elles sont conservées sur un serveur central, genre Amazon Cloud ou j'en sais rien, tu vois, et que quelqu'un qui est un bon hacker pourrait trouver des failles dans le système pour faire ça. Ce qu'on pourrait apporter comme solution, c'est que la donnée soit enregistrée automatiquement sur la blockchain. Et que quand c'est enregistré sur la blockchain, personne ne peut modifier. C'est ce qui maintient en fait la sécurité sur ce truc. Et bien, enregistrer cette donnée sur la blockchain, c'est grâce à un smart contract qu'on le fait. Ok. Non, mais c'est plus clair. Ok. C'est plus clair. Ok. J'ai des questions maintenant sur social media. Ouais. C'est quoi ta stratégie en fait de social media? C'est-à-dire parce que tu as quand même construit... en fait, les cryptos de Caro, tu l'as construit principalement via un système de réseaux sociaux. Tout à fait. Crypto de Caro, ça a fait 2 ans que ça existe. Tout juste, là, il y a quelques jours. Et j'ai fait toute mon acquisition grâce aux réseaux sociaux. Donc TikTok, là j'ai genre 135, un truc comme ça, 1000 abonnés. Instagram, YouTube et LinkedIn. T'as combien sur Insta? Insta, j'ai 59, 60, un truc dans le genre. LinkedIn, 37 000, un truc comme ça. Et YouTube, 10 000. YouTube, je suis vraiment une noob. Mais donc voilà, ça c'est mon écosystème réseaux sociaux. Et je me suis lancée à un moment où les cryptos étaient vraiment en vogue et du coup c'était très facile pour moi de faire de la croissance. Il suffisait que je dise le mot crypto et ça faisait de la croissance. C'est un peu moins le cas maintenant. Je suis un peu plus flat sur les réseaux maintenant. Et ta newsletter, t'as combien là? 66 000. Propre. Ok. Et quelle est ta strat en fait? Alors ma stratégie, c'est une stratégie de présence massive. Donc grosso modo, je publie des vidéos 4 à 5 fois par semaine sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et chacune de mes vidéos sert à apporter un tout petit peu de valeur et à dire aux gens, il y a ma newsletter. Grosso modo, tout ce que je veux, moi, c'est que les gens
à y convertir vers ma newsletter. Tout le reste, je m'en branle, plus ou moins. Et sur LinkedIn, c'est un tout petit peu différent. Parce que sur les réseaux sociaux, je parle de crypto, essentiellement. Et sur LinkedIn, je parle pas trop de crypto. Je parle plus d'entrepreneuriat. Mais en fait, la conversion est quasiment la même. Je perds pas en conversion sur ma newsletter avec LinkedIn. Mais LinkedIn me sert un peu plus à avoir de la visibilité entrepreneuriale. Donc à être invité dans des émissions, dans des podcasts, faire des interviews, etc. Ce qui m'apporte aussi une forme de crédibilité après de... Voilà. Ouais. Tu sens la différence entre LinkedIn et les autres réseaux sur, on va dire, la qualité moyenne des auditeurs? Non. Franchement, non. Vraiment, je vois pas de différence, moi. Je trouve que ça convertit aussi bien. J'ai pas l'impression que ce soit converti des meilleures personnes, tu vois. Pas plus que TikTok? Et non, pas plus que TikTok, je te vois rigoler. Mais pas du tout. Parce que figure-toi que pendant presque 1 an, j'ai été présente que sur TikTok. Donc je sais que mes 30 000 premiers abonnés à la newsletter, ils sont issus que de TikTok. Et en fait, mon taux d'ouverture a jamais baissé. Enfin, tu vois, je me rends compte que c'est une qualité qui est la même. Et d'ailleurs, la plupart des gens de l'écosystème startup me connaissaient grâce à TikTok à l'époque. Donc, en fait, tout le monde est sur TikTok. Il n'y a pas des gens moins bien. Non, mais c'est pas ce que je dis sur TikTok. Et d'ailleurs, c'est ça, ouais. moi, j'ai du mal à percer sur TikTok. En fait, mes vidéos percent, tu vois. Genre, donc, ça marche bien, mais j'ai du mal à croître en fait, sur TikTok. C'est-à-dire... À croître en abonnés? Ouais. Là, tu mets des call to action? Non, jamais. Ok. Bah voilà. Il faut? Bah ouais. Okay. Pour moi, une vidéo sans CTA, c'est une vidéo perdue. À l'époque où chacune de mes vidéos, elle faisait plus de 60 000 vues, c'était une belle époque, parce que c'est plus du tout ça, étant donné l'intérêt des cryptos. Chaque vidéo, je mettais pas un CTA. Genre, c'était comme si je perdais 500 personnes, quoi, en conversion sur ma newsletter. Ah ouais? Donc le CTA, il est super important. Et je dis quoi? Abonnez-vous? Ouais. Oui. Tu dis pour suivre la suite, abonne-toi, quoi. Ou pour plus de... Je sais pas, il faut que tu trouves un espèce de slogan et tu dis abonne-toi. Ok. Bah écoute, tu sais, c'est vrai que j'ai jamais trop voulu faire de CTA parce que je trouvais ça... Cheap. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec l'impression que ça donne, ouais. Mais l'efficacité m'a fait totalement revoir ma vision de ce qui est cheap ou pas. Bah, de toute façon, je veux dire, à un moment, il faut convertir, quoi. Mais là c'est... Enfin, je veux dire, par contre, j'ai 5000 abonnés sur TikTok, tu vois. C'est... Par rapport... je sais pas combien j'ai fait de vidéos, je pense que j'ai dû faire une 50aine de vidéos, peut-être. Okay. Mais quand je vois le nombre d'impressions, mais je me dis, je suis nul, en fait. Genre, ma vidéo la plus grosse, elle a fait 1,3 million. Et genre, j'ai 5000 abonnés, tu vois. Il y a un souci d'intérêt pour mon profil. Ouais, en fait, il y a que tu n'utilises pas la viralité de tes vidéos, quoi. Non. Tu es en train de me dire que je suis nul sur TikTok, en fait. Bah, je pense que tu es assis sur une mine d'or. C'est plutôt ça qu'il faut voir. Ouais. Ouais. Tu connais Laurine Bemer, ça dit quelque chose ou pas? C'est pas une nana qui fait des astuces? Si. Elle a une photo rouge, non, sur LinkedIn? Si. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, elle cartonne. Bah, elle a 1 million d'abonnés sur TikTok maintenant. Ouais. Et je l'ai vu monter. Et sur Insta, elle a 700 000, je crois. Ouais, c'est un délire. Genre, tu vois, elle est montée. Mais d'un coup, tu vois. Et en fait, le fait qu'elle soit montée à la fois et simultanément sur TikTok et sur Insta, je me suis dit, en fait, il y a une méthode. Il doit y avoir une méthode. Et elle a tout cassé, tu vois. Alors, d'ailleurs, quand je lui dis, elle s'excuse souvent presque d'être là. Elle me dit, ouais, mais moi, c'est facile. Je mets des astuces. C'est des astuces. Ouais. C'est vrai que les astuces, ça marche bien, mais on va pas s'excuser pour ça, quoi. Non. Et moi, ce que je lui dis, ok, tu l'aurais fait sur un réseau. Tu aurais pu t'excuser peut-être et te dire, c'est de la chance, mais simultanément sur Insta et sur TikTok. Et surtout que le secteur astuce, pour moi, il était déjà archi blindé, tu vois. Pour moi, il n'y avait pas la place pour une personne de plus là-dessus. Et elle arrive, elle dégomme tout, donc c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Et tu fais de l'influence sur TikTok encore ou pas? Peu. Enfin, j'en fais, en fait. Je dois avoir peut-être une vidéo sponsor par semaine, un truc comme ça. Bah oui, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. En proportion, ça reste... tu vois... Tiens, mais c'est une question que j'avais pas prévu de te poser, mais je vais te la poser quand même.
Combien ça coûte, en fait, un sponsorship de Caroline Jurado? Alors, ça dépend qu'est-ce que tu veux comme sponsorship, mais si tu veux une vidéo, c'est 3 000 € et je la pousse sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Ok, donc La genre, même. ok, la même. Donc tu fais genre, tu fais un TikTok. Je fais un TikTok que je vais poster aussi en Reel, que je vais Ouais. poster en YouTube Short et que je vais poster sur Facebook. Ah, t'as Facebook encore? Ouais. Et c'est pas encore, c'est je viens d'avoir Facebook. Parce que figure-toi que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient énormément d'acquisitions sur Facebook. Et que nous, on est là, genre c'est un réseau de vieux. Et qu'en fait, on peut juste faire des reposts de trucs qu'on fait déjà et énorme d'acquisitions. Et je vais tester Pinterest aussi. Là. Non, mais là, c'est. Parce qu'aux États-Unis, ils font tout ça. Ah Ils bon? font à balle d'acquisitions sur Pinterest. Et nous, on est là, genre c'est un truc pour faire de la déco. Et donc, je voudrais tester. Je crois que c'est Ulysse qui m'a dit ça. Il m'a dit genre. Facebook, en fait, enfin, j'ai pas les chiffres, mais ça doit rester le réseau social le plus utilisé d'ailleurs, non? Je sais pas, mais Ou TikTok est plus gros maintenant, je sais pas. franchement, j'en sais rien. Mais je me dis, de toute façon, ça coûte que dalle de reposter un truc qu'on a ailleurs. Donc Non, mais autant le c'est faire. clair. C'est clair. Mais je me rends compte parfois, genre, tu vois, moi j'ai un pote, il a pas, en fait, il a pas de réseaux sociaux, enfin, ou très peu. Et du coup, mais je lui dis, oui, mais t'as quand même un réseau social qui est Facebook, tu vois. Et le truc, c'est qu'il scrolle sur Facebook. Mais vu il s'interdit d'aller sur les autres, bah, il scrolle, mais c'est juste qu'il scrolle sur Facebook. Et je lui dis, bah, du coup, c'est juste que, parce que Facebook, enfin, la qualité, elle est quand même souvent moins bien, quoi, de l'information. Et hier, j'ai pris un taxi. Et alors, le mec a fait un truc bon, qui me rendait ouf, mais il conduisait, et pendant qu'il conduisait, il scrollait. Et il scrollait sur Facebook, tu vois. Ah ouais. Donc, ok, donc tu me conseillerais de faire du repost sur Facebook? Bah, moi, je regrette énormément quand je me suis lancée sur TikTok de pas avoir fait du repost à l'époque sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux, tu vois. J'étais là, genre non, mais une vidéo, ça va sur un réseau, non. J'étais très première de la classe, quoi. Et en fait, c'est débile parce que j'ai perdu 1 an de croissance sur Instagram, de contenu qui existait, qui était plus utile ensuite. Et pourquoi 2 secondes de repost sur un autre réseau, donc... Mais c'est quoi sur Facebook? Tu sais que je sais même plus comment on fait sur Facebook. Genre, il te faut une page entreprise? Une page entreprise. Il te faut une page entreprise et ensuite tu postes des reels, quoi. Tu repostes tes vidéos en reel. Ok, et Facebook les pousse? Ouais. Et ça marche comment? T'as un outil d'Explorer? Découvrabilité? Franchement, j'avoue, je sais pas comment ça s'utilise. Moi, ce que je sais, c'est que je les pousse et que ça me fait peut-être 10 000 vues, tu vois, en plus sur mes vidéos. Donc, ça compte. Tu fais 10 000 vues par vidéo Facebook? Ouais. Et t'as... J'ai 0 abonnés, hein. Je l'ai lancé il y a 3 semaines, le truc. J'ai genre peut-être 300 abonnés, même pas, un truc comme ça. Ok, t'as monté 300 abonnés sur Facebook. Ouais, je crois. Je suis même pas sûre. Bon, je vais regarder. Et Pinterest, c'est quoi Attends, Pinterest. Alors, ce que je sais, c'est que, je te disais, aux États-Unis, ils font à balle d'acquisition sur Pinterest. Et donc, je vais tester là pendant 1 mois de faire des posts dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de visibilité et conversion. Je te ferai un petit point après. Ok. Bah, je découvre un monde là. Mais tu vois, il y a très peu de contenu d'éducation sur les cryptos sur Pinterest, tout comme il y en avait très peu d'éducation sur les cryptos sur TikTok quand je me suis lancée. C'est ça qui m'a fait décoller. Donc je me dis, faut pas attendre que tout le monde y soit pour essayer, quoi. Ok. Bon. Bah, on est là pour réfléchir. Hein. J'ai plutôt te poser maintenant des questions sur toi. Donc je vais te donner des concepts et tu vas me dire ta satisfaction sur 10, ok? Ouais, j'ai compris que là c'était une note sur 10. Voilà. T'as pas le droit de dire 7. Oui, ok. Hein? Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Ta satisfaction en termes de santé? Plutôt bonne, je dirais. J'ai pas le droit de dire 7, Non, t'as dit? non. Oh, putain, merde. 6, parce que quand même, je dors pas assez. Tu dors pas assez? Non. Mais pourquoi? Parce que j'ai un chaton. De quoi? J'ai un petit chat à la maison qui me réveille. Et vous pouvez pas faire chambre séparée? Ben non, parce que c'est un genre de loft chez moi, donc je peux pas. Et ben, du coup, avec les 300 000, tu peux pas prendre un appartement, un T3? Mais hors de question, mon appart est parfait. Il est idéalement situé entre tous mes potes dans le 11e village. 30 mètres carrés terrasse, je peux pas changer, je suis bloquée. Du coup, je dors peu. Tu dors combien?
En vrai, je dois dormir 6 ou 7 heures, mais c'est juste que je suis réveillée plusieurs fois dans la nuit, quoi. Genre 3 fois cette nuit. Et tu dors assez? Je suis fatiguée. Ah ouais, mais Caro, le sommeil, c'est... C'est hyper important. Enfin, je dis ça, moi j'ai toujours l'air fatigué, mais donc... les gens me disent, t'es sûr que tu dors assez? Mais non, je dors pas assez, mais bon. Ok. Donc 6 parce que tu dors pas assez, c'est ça? Ouais. Ok. Tu fais du sport? Ouais, mais pas assez non plus. Je fais de la dynamo, j'adore ça. Tu vois ce que quoi? c'est? Non. C'est tellement bien. En gros, en fait, c'est un cours de cycling, mais version, t'es dans le noir, avec des bougies, et avec un prof qui te met une super musique. Et tu sais, t'as des petites chorégraphies sur le vélo, etc. Ah, c'est du vélo? Ouais. Ah si, ok. C'est trop bien. Et d'accord. T'en fais toute seule? J'en fais... des fois, Ah non, en groupe, tu m'as dit. Ouais, c'est un truc en groupe. Des fois, j'y vais avec Nina, Ramen, Caroline Mignot, etc. Et sinon, j'y vais toute seule. Ok. Tu manges bien? Je mange, ouais, bien. Enfin, j'aime bien cuisiner, donc je cuisine un peu. Tu Ouais. manges 3 fois par jour? Je mange 3 fois par jour, sauf si je mange pas le matin. Ok. Il y a des trucs que tu fais pour ta santé? T'investis? Franchement, je me préoccupe pas énormément de ma santé. J'avoue, je me sens assez tranquille par rapport à ce sujet-là. Juste, je me dis, il faut que je dorme mieux et que je fasse plus de sport, tu vois. Mais sinon, je suis assez détendue de ce côté-là. Ok. Ta satisfaction financière? Alors, je dirais... Objectivement, je dirais 8, mais en vrai, je crois que je vais dire 6, parce que j'ai tout le temps peur que tout s'arrête et que tout d'un coup, j'ai plus d'argent. Alors que j'en ai, hein. Ouais. Donc, tant que j'aurais pas atteint le million, je serais à 6, je pense. Ok. T'as déjà été pauvre? Ouais, quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais enfant. Enfin, jusqu'à temps que je gagne de l'argent, quoi. Tes parents, ils avaient pas beaucoup de sous? Non, mon père est parti quand j'étais petite, et ma mère avait... en tout cas, il est parti en nous laissant beaucoup de dettes. Et on était 3 enfants, et ma mère bossait à mi-temps, avec beaucoup de dettes, donc on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. J'avais 3 jobs pour payer mes études, enfin, tu vois, c'était un peu la galère, quoi. Tu faisais quoi? Alors, j'étais hôtesse, donc sur tous les événements, tous les matchs de foot, tous les trucs, machin. Ça comprenait aussi de distribuer le journal à la sortie de la gare, c'est dans la rue. Ça, je bossais dans une chapellerie. C'est quoi ça? C'est un magasin de chapeaux. Et je bossais à la bibliothèque universitaire. Combien d'heures par semaine? Tout, je sais pas, je pense que je vais faire 35 heures en tout. Avec les études? Ouais. C'était quoi les études? C'était la fac de Montpellier, fac d'éco. Études nulles. C'était Pas études de gens ambitieux, en tout cas. Ouais. Moi, je savais pas, en fait. Pour moi, les écoles de commerce, ça existait pas. Enfin, tu vois, c'était un truc... je savais même pas, quoi, qu'il y avait un classement de fac. Pour moi, déjà, faire la fac, c'était un truc... Je suis la seule personne de ma famille à avoir fait un bac plus 5, tu vois. Que pour moi, la fac, c'était la fac, tu vois. J'avais pas vraiment d'idée de ce que je pourrais faire dans la vie. Ce que je savais, c'est que je me sentais un peu... genre supérieure à tout le monde. Parce que comme je passais mon temps à bosser, j'étais là, genre, tu sais, genre, bande de petits bourgeois, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller à l'école et vous croyez que votre vie est compliquée. Je me sentais un peu supérieure. Mais voilà. Ta satisfaction en termes de bien-être, de bonheur? Je dirais 6 aussi. Parce que ça va plutôt bien. Mais j'ai vachement... Tu sais, comme les cryptos de Caro, je l'ai lancé un peu naïvement. Enfin, en tout cas, j'avais pas un projet business derrière qui me permet de me dire, ok, ça c'est mon entreprise et ça n'est pas moi, ça n'est pas qui je suis. C'était un peu genre, je fais des petits conseils, nanana, je fais des petites vidéos et puis au final c'est un business et puis du coup tu te désolidarises jamais de ce que tu fais et du coup tu as un peu l'impression que ta valeur est dedans, que si tu fais moins de croissance, moins de succès, moins de machin, c'est que tu vaux moins en tant que personne. Moi j'ai un peu ce truc-là j'aimerais bien que ça soit hyper clair que mon entreprise c'est un projet qui n'est pas qui je suis et que du coup voilà, c'est un peu ça. Mais c'est difficile quand tu as une entreprise d'une personne et que tu fais du média. Sur ta tronche en plus et ton nom. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est risqué parce que
on se dit peut-être le moment où l'entreprise marche moins bien, est-ce que tu vois, on peut lier notre estime, Ouais. ou genre sur les réseaux même, tu vois, si tu baisses en engagement. Mais c'est clair. Non, mais totalement. Du coup, ça, je dirais que ça a un petit impact quand même sur mon bonheur. Le fait de ne pas réussir à avoir un équilibre perso qui soit bien, je dirais. D'accord. Mais sinon, je suis plutôt très heureuse, quoi. Ok. Satisfaction amoureuse sur 10, Je dirais 8. 8. Ouais. C'est ce qui va le mieux en fait. Euh... C'est la plus haute note que tu m'as donnée. Ouais, t'as raison. Eh ben ouais, je suis heureuse en ce moment, ça va bien. Voilà, quoi. Ok. Bon, je creuse pas sur ce sujet. Euh, Ok, bah écoute, est-ce que tu as des ressources Ouais. crypto, si tu pouvais donner un peu des petites ressources, des petits Ouais. livres, est-ce qu'il y a des gens que tu conseilles de suivre en crypto Alors en crypto pur, je sais pas. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup ce qu'il fait Johan Lopez, Snowball, qui est pas pur crypto, mais qui a tout un pan crypto qui est assez développé. J'ai du mal. En fait, j'aime tellement pas les médias crypto traditionnels que j'ai envie d'en t'en conseiller aucun. Mhm. C'est un problème, clairement. Ah si, il y a une newsletter qui est très cool, Benjamin Cohen. Et alors, je me rappelle plus le nom de sa newsletter, mais c'est une newsletter journalière d'actu crypto. Je crois que c'est le Daily Crypto ou un truc comme ça. Mais je crois que j'ai vu ça. Ouais, qui est très sympa pour faire, tu vois, pour savoir un peu ce qui s'est passé dans la journée. Je trouve ça cool. Après, je recommande évidemment ce que je fais. Et sinon, voilà, en termes d'actu, c'est à peu près tout. Attends, mais tu m'as rien dit, donc tu m'as dit Désolée, c'est un enfer en fait de trouver du bon contenu crypto. Ah mais si, attends, je recommande à mort les meufs de Wagmi Trends. C'est un média sur la vulgarisation de tout l'écosystème Web3. C'est super cool ce qu'elles font. C'est US? Non, c'est français. Ok, c'est quoi, c'est une newsletter? Elles ont newsletter, elles ont réseaux sociaux, site internet, elles ont un peu tout, genre. Ouais. Ouais. Et je vais me faire engueuler en plus, moi, c'est parce que à cause du manque d'informations dans l'écosystème crypto. Non, mais c'est vrai, quoi. En vrai, s'il y avait plus de trucs que je trouve cool, je recommanderais plus de trucs. Ouais. Mais bon, la vérité, c'est que je trouve que la majorité des choses sont nulles. Donc, Ok. Donc, Johan Lopez, Wagmi Trends, Ouais. et le troisième, tu m'as... Benjamin Cohen. Ok. Ouais. Ok, bah écoute, je vais regarder. Et écoute, merci Caro. Donc du coup, les gens, ils te suivent donc, sur TikTok, Non, me suivez pas sur TikTok. Sur Instagram. sur Instagram, ok, Suivez-moi sur Instagram et sur la newsletter, quoi. et sur la newsletter, ok. Et, et sur Facebook maintenant. Non, me suivez pas sur Facebook. Ok, merci Caro, c'était cool. Merci Thibaut. Salut. Salut.